Salut à tous, bienvenue sur le plateau de Gym Tonic. Rien ne va plus à l'OGC Nice après la défaite à domicile contre Nantes, la 3e en 4 matchs. Eh bien, les Aiglons dégringolent à la 6e place du classement. Pour en parler, à mes côtés cette semaine, Léandra Diacono. Salut Léandra. Salut Mika, bonjour à tous. William Imbersé. Salut Will. Salut Mika, bonjour à tous. Et la Camisha Blanca de Romain. Salut Romain. Salut Mika. Notre invité est un habitué du plateau de Gymto, l'ancien rouge et noir, Jérémy Pied est avec nous. Salut Jérémy. Salut Mika, bonjour tout le monde. Comment ça va ? Ça va très bien, merci. Bon, on parlera de tes petits soucis tout à l'heure, mais bon, t'as le sourire, tout va bien. Oui, grand sourire. Bon, tant mieux. Au sommaire, cette semaine, retour donc sur cette mauvaise période pour l'OGC Nice avec cette question dans le pour-contre. Faut-il craindre pour l'Europe ? Tanguy Ndombele, Paris Banquier, point d'interrogation. Ce sera notre focus de la semaine. Nous ferons également un point sur le gyptomètre, l'avant-dernier point de la saison, avant de nous projeter sur ce déplacement crucial à Strasbourg qui sera, à n'en pas douter, le tournant de cette fin de saison pour l'OGC Nice en fin d'émission. Dans le Souviens-toi, Romain évoquera un Reims-Nice d'avril 2015 où les Aiglons ont obtenu dans la difficulté leur maintien en Ligue 1. Mais avant cela donc, retour sur ce Nice-Nantes, défaite 2-1 à l'Allianz Riviera dans un match où pas grand-chose a fonctionné côté niçois, Will. Non, surtout en deuxième période. Parce qu'en première période, ils avaient, je trouve, mal entamé le match. Nantes ouvre le score plutôt logiquement. Et au final, c'est ce but-là qui leur met une petite piqûre et qui fait qu'ils commencent à se mettre en route, à gratter des ballons hauts, à avoir quelques enchaînements, à marquer, à avoir encore les occasions derrière. Mais ils ont manqué d'efficacité, à commencer par Gaëtan Laborde, qui a été remuant, mais pas efficace devant le but. Et ça fait quelques semaines que ça se répète. Et c'est en deuxième mi-temps surtout où là, Nantes, avec un but d'avance, a mis le bus devant sa défense et puis en fait t'as eu aucun joueur niçois qui a été capable de prendre une prise d'initiative, de chercher l'exploit individuel pour trouver le décalage. Ça ronronnait, on redoublait les passes. Alors c'est délicat de trouver de l'espace devant des blocs comme ça bas et bien compacts, mais dépassement de fonction, supplément d'âme, c'est tout ce qui a manqué dans ce match-là et on a l'impression qu'ils étaient un peu résignés et on n'a pas senti vraiment des joueurs qui voulaient aller chercher cette victoire. Et ça confirme ce que tu dis là. On va entendre dans quelques instants la prise de parole de Francaise aujourd'hui en conférence de presse. Le coach de l'OGC Nice a eu des mots forts. Avant cela, les stats de cette rencontre entre Nice et Nantes, c'est incroyable avec 76% de possession, 38 ballons touchés dans la surface adverse contre 5 seulement pour les Nantais, 4 tirs cadrés pour Nantes et 2 buts. Voilà, c'est presque un hold-up, Jérémy, quand on regarde ces statistiques-là. Mais on se dit aussi que l'OGC Nice, sur ce match, aurait pu peut-être jouer encore pendant 1 heure et ne trouvait pas la clé en deuxième période. Je vais être honnête avec vous, j'ai pas forcément suivi le match dans son intégralité, mais vu le nombre de passes et le nombre d'occasions pas forcément franches, j'imagine que ça a manqué de verticalité. Comme l'a pu dire William, et il faut à un moment donné trouver ceux ou ces joueurs ou ces combinaisons qui font mal à l'adversaire. Nantes, c'est une équipe qui vient avec le couteau entre les dents. Ils ont réussi à mettre 2 buts au Havre le dernier match, ils en prennent 3. Là, ils en mettent 2, ils viennent à Nice. Bon, ils sont dans leur rôle de mettre un petit peu le bus devant et de défendre leur maintien. Donc c'est vrai que ils ont joué leur rôle à fond et c'était plutôt à Nice pour le coup d'aller chercher les choses de manière plus tranchante et ce qu'ils n'ont pas réussi malheureusement. Avec des choix de Francaise au début de cette rencontre, puisqu'un Evan Guessant sur le banc, par exemple, Léandra, ça nous a un tout petit peu étonné. Il cherchait peut-être à le piquer. Et encore une fois, quand ils sont entrés en jeu, tous ces entrants, ils n'ont pas emporté grand-chose en plus. Le piquer, oui, mais c'était surtout, je pense, une manière de le faire souffler aussi, parce qu'Evan Guessant, on sent que quand on parle d'usure un peu mentale, physique, on pense particulièrement à Evan en ce moment. Après, c'est sûr que lui a peu apporté à son entrée. J'ai envie quand même de souligner la bonne entrée de Buonanni, qui s'est procuré pas mal d'occasions. Et on ne l'avait pas vu depuis longtemps, donc ça prouve aussi qu'il y a des joueurs qui poussent derrière et qui ont peut-être envie de saisir leur chance. Et je sais que Will disait un peu de manque d'initiative personnelle et tout ça. Et moi, j'ai trouvé au contraire qu'il y a des joueurs qui forçaient beaucoup leurs gestes. Je pense par exemple à Jérémy Boga à certains moments. Enfin, j'ai l'impression que ils forçaient la décision tout seul et que ça manque peut-être un peu plus de fluidité dans le jeu, des actions un peu plus verticales comme on avait vu à un moment de la saison. Donc pour moi, moins de fluidité,
des joueurs cadres qui passent de plus en plus à côté. Gaëtan Laborde qui manque de réalisme, on sent un peu une perte de confiance chez pas mal de monde dans le groupe. Et c'est vrai que cette défaite, elle fait mal. Ouais, elle fait mal, et elle fait mal aussi pour Marcin Bulka, Romain, parce que c'est vrai qu'il est fautif sur les 2 buts encaissés par l'OGC Nice cette saison. Bulka, il fait un bon match à Monaco, puis il retombe un petit peu face à Nantes. Il y a pas mal d'irrégularités chez lui cette saison. C'est dommage, ça avait été sûrement le meilleur niçois à Monaco. Moi, je pense que tu inverses les 2 gardiens, c'est Nice qui gagne, parce que Lopez fait 8 arrêts, je crois que c'est son 2e meilleur score dans sa carrière. Et après, si on parle du jeu, 76% de possession de balles, les frappes, les occasions. 21 tirs. 21 tirs, enfin, même l'état d'esprit. Moi, je n'ai pas trouvé que Nice avait fait un mauvais match. Hez, à chaud, il l'a dit, il manquait la finition, en gros. Donc, c'est dommage. Après, Guessant, on sait que c'est l'arme fatale du gym ces dernières semaines, ces derniers mois. Et même Comboiré, en après-match, l'a dit, il était étonné de ne pas le trouver sur le terrain, et content même de ne pas le trouver sur le terrain. Donc je pense que c'est ça qui fait la différence entre le gym de l'hiver et du printemps, c'est que tu n'as plus le Guessant qui était au-dessus et qui faisait des différences en attaque. Je t'ai vu faire la moue un petit peu, Will, par rapport à Marcin Bulka. Alors c'est vrai qu'il n'a pas été aidé non plus par Moïse Bombito dans cette rencontre. Sur le premier but, quand on regarde bien, il y a un angle derrière le frappeur, on le voit très bien. Boudaoui passe exactement devant le tireur au moment où il frappe. Donc il masque le début de trajectoire. Et on le sent dans son geste aussi à Marcin, c'est vraiment je plonge, parce que je vois que le ballon vers là, mais je suis pas déterminé à ce que le ballon passe vraiment là, et la main elle est molle. Parce qu'il la voit pas en fait. Si il y a ça, et le deuxième, mais c'est sommeil parti dans la surface de réparation. On fait tous dodo. Et à commencer par Bombito, qui encore une fois fait une erreur grotesque au départ. Il glisse, il se rattrape après derrière, mais ça fait corner. Et qui n'existe pas. Qui n'existe pas. On va encore en parler. Tu disais, les arbitres nous laissent tranquilles en ce moment. Là, on a eu un festival encore. Il y a corner. Le VAR, il suffit qu'il lui dise, tu t'es trompé, il y a corner. Il laisse jouer le corner et il siffle une faute bidon pour annuler le corner et c'est fini, on n'en parle plus. Non, il le fait pas. Derrière, il y a but. Il y avait quand même aussi peut-être un penalty de la part de Dante sur ce match-là. C'était à Monaco, ça, pardon. Ouais, c'était à Monaco. Tu fais des croisés. C'est vrai que sur le premier but, c'est une succession d'erreurs parce que c'est Lopez qui dégage. Il y a Ablin qui s'amuse de Youssouf. Après, Bombito, il laisse jouer Simon et sur le premier but déjà. Et Douglas Augusto qui est tout seul pour frapper. Donc il n'y a pas uniquement Bulka qui est fautif, mais il n'est pas décisif. On l'a connu décisif, là il ne l'est pas. Un point pris, Jérémy, sur les 4 derniers matchs pour l'OGC Nice. C'est peu, voilà, c'est peu de le dire d'ailleurs. Comment tu expliques toi ce coup d'arrêt là sur ces 4 matchs ? C'est loin d'être suffisant pour un prétendant à l'Europe, évidemment. Donc, surtout qu'il y avait 3 matchs à domicile sur 4. C'était l'occasion, justement, rêver de pouvoir se servir du stade, du public, pour pouvoir aller chercher les choses. Bon, c'est chose ratée. Maintenant, ils ont encore le destin entre leurs pieds pour aller chercher une qualification. Mais comme on le disait tout à l'heure, là on critique le fait qu'il n'ait pas de bons résultats. Mais on sait aussi au fond de nous qu'ils sont capables d'aller chercher de belles choses. Donc on l'espère dès le prochain match qu'ils puissent aller chercher les 3 points et nous montrer qu'on a tort et qu'ils n'ont pas désespéré dans cette lutte de fin de saison pour aller chercher une Coupe d'Europe. En tous les cas, des réactions, il y en a eu cette semaine, Léandra, du côté du coach de l'OGC Nice en particulier, qui a changé quelques petites choses. Alors explique-nous comment ça s'est passé tout à l'heure un peu en conférence de presse, parce que avant d'écouter Francaise, un peu le background de tout ça, il avait des choses à dire, le coach niçois, des messages à faire passer. Il avait des messages à faire passer, donc voilà, la conférence de presse a commencé de façon assez normale, et puis je pense qu'une petite perche a été tendue, et il a fait mieux que la saisir, entre guillemets. Donc oui, il a vraiment fait passer les messages qu'il avait à faire passer. Des messages, je pense qu'il avait déjà fait passer à son groupe, mais qui n'avaient peut-être pas été entendus de la bonne manière. Et finalement, je pense que voilà, il avait besoin aussi de l'écho médiatique que ça pouvait apporter auprès des joueurs.
pour justement appuyer encore un peu plus ce message. Et ce message, il est que voilà, le groupe, selon lui, ne tire pas dans le même sens en ce moment, qu'il y a peut-être des égos qui se sont un petit peu réveillés avec le retour de la concurrence, parce qu'à un moment donné, il n'y avait pas plus de concurrence avec les nombreux blessés, tout le monde faisait un peu comme il pouvait, et ceux qui étaient là jouaient. Et là, voilà, il y a un groupe fourni, il y a des choix à faire, et on va dire qu'il y a des joueurs qui acceptent moins ces choix-là, malgré de bonnes séances d'entraînement finalement, mais il sent que c'est en train de glisser et que les mentalités ne permettront pas d'atteindre les objectifs de fin de saison. Eh bien, on va l'écouter, justement, Francaise, le message du coach de l'OGC Nice, il est devant la caméra de Philippe Bertini. Les 3 derniers matchs à domicile, on a des XG, des occasions beaucoup plus importantes que nos adversaires. Les 3 matchs, pour moi, on doit les gagner. À un minimum, on ne doit pas les perdre. Et on a 2 défaites et un nul. Donc, la qualité des joueurs, elle est toujours là. Moi, je suis venu d'ailleurs en partie pour la qualité des joueurs. Qualité intrinsèque, technique. Mais si tous, ou une grande majorité, n'arrivent pas à faire un vrai groupe soudé pour aller chercher le mieux possible, il manquera quelque chose. Comme il nous manque quelque chose depuis quelques semaines. Voilà. Et il nous le manquait peut-être un peu avant, mais ça s'était pas vu. On a réussi à gagner des matchs. Voilà, face à des adversaires plutôt de bas de tableau. Voilà, donc Francaise qui fait sa petite mise au point. Le message, voilà, il doit passer auprès des joueurs. Jérémy, tu as eu affaire certainement dans ta carrière à ce genre de discours aussi, pour réveiller un petit peu le groupe. Est-ce que ça marche, ça, normalement ? Là, il parle sans langue de bois, donc je pars du principe que s'il l'a dit clairement devant son groupe aussi, oui, ça peut marcher. Par contre, si c'est vraiment pour les médias, et après, plus grand-chose en off. C'est pas le genre de la maison. De ce que j'ai compris, c'est pas le genre de la maison. Donc, je crois qu'il a dû dire les 4 vérités à son groupe, tout en maîtrisant sa communication pour justement éviter de froisser certains joueurs et le groupe, parce qu'il y a toujours cette qualification, une qualification à aller chercher. Et ça serait dommage sur une mauvaise com, de mauvais discours, de perdre quelques joueurs au niveau de la motivation. Il a dit des choses importantes aussi, oui, il a dit, voilà, dans ces cas-là, il y a 3 solutions. Soit on vire l'entraîneur, soit on change 70% des joueurs, soit le message que je fais passer là fonctionne et tout le monde prend conscience qu'il faut repartir de l'avant. Changer d'entraîneur, a priori, il n'en est pas question. Changer 70% des joueurs, ça va être compliqué aussi vu les finances du club. Donc l'OGC Nice n'a plus le choix, là les joueurs n'ont plus le choix. Au final, ils doivent réagir. Du moins pour cette saison. Oui, pour cette saison, bien pour sûr. Cette saison, il n'y a plus le choix, et c'est à eux de prendre les choses en main. Par contre, moi, ce que j'aime dans ce discours, c'est que il fait un point honnête de la situation. Et on est tous conscients, quand on suit le gym, qu'en fait, ça se répète. Ce groupe-là, c'est plus ou moins le même qu'avait Francesco Farioli l'année dernière, c'est plus ou moins le même qu'il y avait il y a 2 ans. Et c'est toujours des groupes qui, deuxième partie de saison, quand tu commences à titiller le haut de tableau, tu t'effondres. Dès qu'il y a un petit grain de sable, on se rappelle l'année dernière, Nantes, derrière c'était Kata, Boulka qui dit des mots et les groupes n'avaient... En fait, il y a trop de princesses dans ce groupe-là, c'est pas possible, à un moment donné. Alors il fait beau, à Nice, il y a le soleil, on se régale, l'après-midi ils doivent se régaler aussi, le soir, mais ils n'ont pas envie de se faire mal. Donc, moi, ce que j'aime dans le discours du coach, c'est cette honnêteté. Parce qu'il prend ses responsabilités en disant si ça va pas, il faut changer le coach. Ça peut être possible. Mais au moins, il met aussi les joueurs face à leurs responsabilités. Et c'est ce qu'on voit tous. Ce que j'aime, c'est que les supporters voient la même chose que le coach. Quand on a vu Nice-Nantes, ils n'ont pas été mauvais, mais ils n'ont pas été non plus transcendants. Les entrants, ça fait 3-4 matchs qu'ils sont mauvais. Donc on se rend bien compte, en étant supporter et observateur, qu'il y a quelque chose qui cloche. Là, il le dit franchement, il y a des mots sur les actions. Maintenant, sortez-vous les doigts là, messieurs. Tu as parlé de comportement de princesse, il y a aussi des princesses qui ont du caractère. Hein. Attention, il ne faut pas non plus généraliser. Les Didier en avait. sur cela. Romain, ta réaction à ce discours de Francaise, ce message qu'il veut faire passer, est-ce que c'est intelligent de sa part de le faire à ce moment-là de la saison ? Il voit que c'est le moment ou jamais, quoi. C'est un coach qui a de l'expérience, qui a déjà amené Lens en Ligue des Champions, donc
il part pas dans l'inconnu non plus. Donc, il constate comme vous, comme tout le monde, que la dynamique elle est pas bonne. Alors c'est un levier, il essaie de jouer avec. Est-ce que ça va marcher? Et là, il y a un match coup près. Il va vite s'en rendre compte. Non. En tout cas, il fustige certains joueurs francaises, sans les nommer. Nous, on va essayer d'aller un petit peu plus loin que ça dans l'indiscret de la semaine. Et oui, on anticipe un petit peu cet indiscret, on bouscule notre conducteur. Après donc cette déclaration de Francaise qui met en avant le manque de collectif, le manque d'état d'esprit parfois de certains joueurs. Et puis tu as passé quelques coups de fil, mon cher Will, et tu sais à peu près peut-être de qui il parle, Francaise. On dit souvent que quand la tête ne va pas, le corps ne va pas non plus. Et comme par hasard, les deux derniers qui ont des petits pépins physiques, Sofiane Diop, Mohamed Ali Chaud, c'est les deux principaux concernés. Ce ne sont pas les seuls, mais ce sont les deux principaux concernés, notamment Sofiane Diop, parce qu'il a montré, quand il y avait 13 joueurs disponibles, qu'il était capable de porter l'équipe, d'amener cette équipe à un palier supérieur. Il marquait pas mal de buts, il a des bonnes stats cette année. Puis dès qu'il y a la concurrence qui s'est un peu mêlée, qu'il est un peu retourné voir le banc, ça lui a pas trop plu. Et Mohamed Ali Chaud, c'est pareil. Voilà, il a eu sa chance, il a enchaîné quelques titularisations, et quand il est allé retourner au banc, ça lui a pas trop plu, parce que un tel est pas si meilleur que ça. Voilà, les statuts, parce qu'ils ont, ils ont 2 énormes salaires tous les deux. Je pense qu'ils sont dans le top 5 largement. Donc voilà, à un moment donné, il y a cette part d'ego qui va pas. Je fais partie des meilleurs salaires, je suis censé être le meilleur, je joue pas, je boude. Voilà, on manque d'exigence dans ce club. Jérémy, c'est vieux comme le monde, ça, des joueurs qui boudent parce qu'ils jouent moins, ou qui sont pas bons, ou des choses comme ça. Est-ce que ça peut vraiment tirer un groupe vers le bas parfois? Après, j'ai pas envie de parler comme l'ancien joueur, mais je vais être obligé de parler d'anecdotes de quand je jouais encore au football, notamment quand j'ai fini avec le LOSC, avec Lille. Il se passait un petit peu ce cas-là dans notre vestiaire, où on avait énormément de qualité avec de jeunes joueurs. Énormément de concurrence, des mecs qui détestaient se retrouver sur le banc, qui ne comprenaient pas. Alors Christophe Galtier faisait son rôle de manager pour justement gérer tout le monde, mais il avait très bien compris que dans le vestiaire, il lui fallait 3 ou 4 cadres, dont je faisais partie, pour justement gérer ça. Parce que ces joueurs-là dont vous parlez, j'ai pas tout suivi, je vais être honnête encore une fois, mais c'est vrai qu'ils ont besoin dans le vestiaire, et ils l'ont peut-être, ou pas, mais besoin d'avoir quelqu'un, peut-être comme moi, justement, ce que je faisais à Lille, pour dire, voilà, c'est pas parce que tu joues pas, au contraire, montre-le au coach, va t'entraîner un peu plus, va le faire, tu vas avoir ta chance. Si tu joues bien, super, mais reviens avec nous. Si tu joues mal, calme-toi, tu vas revenir, toujours les maîtriser. Je pense que quelqu'un comme Dante doit être capable de le faire, mais à Lille, on était plutôt axé sur 3 ou 4 joueurs pour gérer la totalité du vestiaire. Pour aller plus loin, Galtier surtout, ce qu'il aimait, c'était des joueurs, entre guillemets, méchants. Il aimait le milieu de terrain qui était intermittent mais qui était très très fort. Cheveux longs. Renato Sanchez. Il adorait son côté méchant. Parce qu'à l'entraînement, il pouvait mettre des coups. Et c'est ce côté un peu lion méchant qui réveille aussi ceux qui sont là et qui je joue pas, je boude. Ouais, avec le méchant, il va te secouer et il va te réveiller. Et ça, c'était des joueurs très importants. Et moi, je le cherche à l'OGC Nice. Justement, le coach, il en a parlé. Et oui, voilà, le coach en a parlé. Et justement, il a demandé à avoir plus de relais. Il a l'impression que ses leaders ne font pas assez le relais avec ses messages. Moi, j'ai envie de voir Youssouf mordre des mollets, là. Non, mais franchement. Rappelle-nous quels sont les 6 leaders qu'il avait désignés en début de saison, Francaise, parce que justement, comme tu l'as dit, il en a parlé en conférence de presse, il a dit que parfois, c'était peut-être aux leaders aussi d'insuffler ce supplément d'âme dans l'équipe. Alors, en début de saison, en fait, ce qu'il fait Francaise, c'est ce qu'il avait fait à Lens déjà, c'est qu'il nomme un conseil des sages, entre guillemets, qui convoque de temps en temps pour des réunions, pour un peu prendre le pouls, la température du vestiaire, parce qu'il dit, ma qualité, c'est aussi d'être un observateur, de sentir un peu ce qui est en train de se passer autour de moi. Donc les leaders, mais c'était en début de saison, parce que ça a évolué finalement au cours de la saison, c'était Boulka, Rosario, Sanson, Boga, Laborde et forcément Dante. Alors, il y a eu des blessures qui ont fait que, par exemple... Boga et Sanson, par exemple. Exactement. Jonathan Klaus est aussi un petit peu rentré dans cette hiérarchie-là. Mais justement, Francaise a rappelé aujourd'hui qu'il attendait plus de ses joueurs dans la communication, dans les messages qu'il a envie de faire passer au groupe, parce qu'à un moment donné, je pense que tout le monde s'est un peu endormi.
Bon, voilà donc ce que l'on pouvait dire sur le message fort passé par Francaise. On réécoutera bien sûr tout à l'heure le coach de l'OGC Nice pour parler de cette équipe de Strasbourg en particulier. Mais là, on va passer directement au pour-contre. Et avant ce pour-contre, j'aimerais vous montrer le tableau du classement de cette Ligue 1 pour voir que l'OGC Nice, encore une fois, avait peut-être à un moment donné l'occasion de s'emparer de la deuxième place vendredi soir, puisqu'ils jouaient les premiers, les Niçois, et là, donc, se retrouvent à la 6e. Ça aurait pu être pire, ils auraient pu être 7e au final, et avec une équipe de Brest, par exemple, qui est revenue à 4 points des Niçois, 5 points de retard sur la deuxième place, 3 points sur l'AS Monaco. Alors certes, attention, il y a que 3 points aujourd'hui, en gros, d'écart avec la troisième place. Mais malgré tout, la dynamique, elle est pas bonne. Il y a Brest qui revient fort aussi derrière. Faut pas encore écarter complètement Lens non plus. Donc c'est très serré sur ces 8 places après le Paris Saint-Germain, bien sûr. Donc faut-il craindre pour l'Europe? Faut-il craindre pour une qualification en Coupe d'Europe la saison prochaine? Léandra, puisque tu es de retour, eh bien c'est à toi de parler. Bah Mika, pour moi, tu es obligé d'être un peu inquiet. Quand tu vois que voilà, tu avais l'occasion de faire le trou sur la concurrence et qu'au final, tu te retrouves dans le rang et tu vois que ça pousse fort derrière, forcément, tu es obligé de regarder un petit peu dans le rétro. Donc, surtout à partir du moment où tu gagnes plus contre tes concurrents directs, tu n'as pas un meilleur calendrier que la concurrence. Tu vas jouer le dernier match contre Brest, on se dit peut-être le petit cadeau, Rick Roy, finalement, ils vont venir aller la chercher l'Europe chez toi à l'Alliance, où tu n'es plus aussi bon qu'à une certaine période, c'est-à-dire qu'en ce moment, à l'Alliance Riviera, ça va pas très bien. Tu as aussi des joueurs qui te portaient tout au long de la saison et qui sont un peu plus en difficulté. On pense à Gaëtan Laborde qui est moins décisif, Evan Guessant qui marque un petit peu le pas, Marcin Bulka qui finalement n'a jamais été décisif cette saison, et tu as besoin, on l'a vu, d'avoir un bon gardien pour jouer l'Europe. Et je pense que le match de samedi va vraiment clairement être un tournant, parce que là il va falloir casser les dynamiques des concurrents qu'il y a autour, et je pense vraiment que si toi t'inverses pas cette dynamique là ça va commencer à être dangereux. Léandra inquiète. Will? Mais inquiet pourquoi? Craindre quoi? On est l'OGC Nice. On n'est pas l'Olympique Lyonnais, on n'est pas l'Olympique de Marseille, on n'est pas le Paris Saint-Germain, on n'est pas l'AS Monaco, où ils ont les objectifs très très hauts annoncés très vite. Nous on est l'OGC Nice. On est heureux déjà de faire des parcours européens sur ces dernières saisons. Alors les joueurs, ils ont peur de quoi? De quoi? De passer complètement à côté? Ils sont en train de le faire déjà. Donc peur de quoi? De nous surprendre? De faire le Brest l'année dernière? De faire le Strasbourg de cette année? Personne les attend. Vous avez qu'à regarder, quand on était bien classés, personne parlait de nous. Dans les médias, tout le monde s'en fiche. Donc ils en ont peur de quoi, en fait? Juste de passer pour des nuls? Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc moi, j'ai peur de rien, si ce n'est de leur ridicule. Voilà, ça c'est clair, net et précis de la part de William. Jérémy, peut-être un peu moins tranchant. Non, mais ça me plaît, William, quand il est comme ça me plaît. Mais je trouve que, non, il a raison dans le sens où la pression, elle devrait être sur les autres. Le Nice se la met automatiquement parce qu'ils ont fait de bons résultats et ils pensaient que ça allait continuer. Là, il y a un trou d'air. Il y a deux possibilités, c'est totalement relâcher et c'est fini. Ou alors se ressaisir, se dire, voilà les gars, on est dans le même groupe, entre guillemets, que dans le même bateau que les autres. Il y en a qui ont des meilleures dynamiques, mais on les rencontre. À nous d'inverser la chose. C'est ça, dans le vestiaire, ils ont le droit de se parler, même en mathématiques, ils ont le droit de se dire on a tant de points à aller le chercher. Il y a ces équipes-là où on peut aller chercher plus un nul qu'autre chose. Ça, tous les matchs, il faut les gagner, évidemment, ça c'est le principe. Mais à un moment donné, on commence à arriver à la fin de saison où on peut commencer à se dire il nous faut tant de points, il nous faut ça. À la maison, il va falloir prendre beaucoup plus de points qu'on fait en ce moment. Là, les adversaires directs juste devant nous, juste derrière nous, soit aller faire une victoire pour leur passer devant, soit un match nul pour qu'ils restent derrière nous. Voilà, des petits calculs d'apothicaire, mais c'est une stratégie, c'est comme un jeu de cartes, j'ai envie de dire. Mais on en arrive là. Et par contre, il a raison. À l'OGC Nice, ok, il y a de la pression, on sait que le board veut toujours aller plus haut, même les joueurs veulent aller plus haut. Mais la pression doit être bonne. Ça ne doit pas être une pression qui t'empêche d'aller presser, d'aller tenter des choses, d'avoir peur du public, etc. Ça doit être une pression qui te pousse à y aller. Et si ça passe pas, ça passe pas. Alors que si jamais ils ne tentent pas le coup,
là, ils auront des regrets, ça sera plus difficile à accepter. Romain, on faisait un pour-compte la semaine prochaine. Adieu le podium, point d'interrogation. Cette semaine semaine, dernière. adieu l'Europe, point d'interrogation. La semaine Ça- prochaine, on fera quoi comme maintien. pour contre Adieu Non, la peut-être Liga. pas le maintien, mais voilà, non, mais ça va vite, hein, dans le football. Mais c'est ça qui est incroyable avec cette saison du gym, c'est quand il y avait 12-13 absents, ils parvenaient à tenir le rythme des cracks de la Ligue 1. Et là, maintenant que l'effectif est au complet, ben, tu marques un point en 4 matchs. C'est incompréhensible. Mais à l'image de ce qu'on disait la semaine dernière, d'une Ligue 1 où tu as Monaco qui a un trou d'air, et puis après c'est Marseille, puis c'est Nice. En fait, il y a le PSG, les autres, et toutes ces équipes là, elles se tiennent en 5 points entre le 2e et le 7e. Et je pense que le niveau il est très très homogène entre ces équipes qui jouent l'Europe, et ça se jouera jusqu'au bout. Donc là, il y a un match à 6 points à Strasbourg. Ça peut te relancer, et peut-être que la semaine prochaine, on reparlera de la Ligue des Champions. Mais pour aller dans le sens de William, ils n'étaient pas forcément attendus, mais depuis le début de la saison, tu joues ces premières places. Donc il y aurait quand même une grosse déception à finir même 6 ou 7e, être européen, mais en Ligue Europa Conférence ou Ligue Europa, ce serait quand même une déception. au Surtout final. quand tu sens le potentiel de l'équipe et du groupe, et le coach, je pense qu'il voit qu'ils peuvent aller plus loin que ce qu'ils sont en train de donner actuellement. C'est ça qui est encore plus frustrant. Oui, tu Et c'est te ce qu'il a rappelles. dit, hein, il a dit je suis venu aussi à cause du potentiel ou grâce au potentiel des joueurs de mon équipe. Donc, Évidemment. Et puis là, il a essayé la stratégie la semaine dernière de, allez, la pression doit être bonne, ce que disait Jérémy, faut se lâcher. Il a essayé, pas marché. on n'a pas marché. Alors qu'est-ce qu'il fait la semaine d'après? Il va pas répéter. Il fait le bâton. Il fait le bâton. Alors on a essayé le chou, maintenant on essaye le bâton. C'est la carotte et le Voilà, bâton. la carotte, le bâton. Ah oui, c'est ménager la chèvre et le chou. Mais en ce moment, c'est eux les chèvres. Mais il y avait 500 supporters là, à l'entraînement du gym. Mais c'était Mercredi matin. mercredi matin, c'était très bon enfant, mais en fait, je crois que finalement, moi, j'aurais aimé que ça secoue un peu plus. Ouais. Je pense qu'ils avaient besoin aussi la d'entendre. vieille méthode des descentes à Charlermann de la part de certains membres de la populaire sud. L'appel à T'as la connu ça, violence. Jérémy, toi Non, ouais, j'ai connu. Non, pas cette descente-là, parce que si je peux rebondir sur ce que tu dis, encore une fois avec Lille, désolé, mais je parle de ce Non, que mais j'ai c'est vécu bon exemple. dernièrement. Bah, t'as été champion. Et Et en en plus, plus, c'est un donc, club qui a des ressemblances. Ouais. C'était pas toujours très rose la dernière année, même quand on est champion, pour Et être honnête. voilà, c'est ça. Il n'y a pas eu une semaine où tout était bien alors qu'on gagnait tout le temps. Les entraînements du vendredi notamment, ça parlera si certains écoutent ce message, c'était assez agressif. Des embrouilles, il y en a eu moult. Oui, mais Dans les vestiaires, là on parlait de Strasbourg, Renato Sanchez, j'ai une anecdote en tête, il rate, il fait une passe en retrait, on prend un but. Dur, c'est waouh, il s'est passé beaucoup de choses avec beaucoup de joueurs. Heureusement que justement les cadres, tout ça, on a réussi à chaque fois à gérer. Ça sortait pas dans la presse, etc. Mais même quand on était venu à Nice où on avait fait 1-1, je crois. il nous en avait parlé. C'était la guerre dans le vestiaire. Foudre dans le vestiaire. C'était- La foudre. Mais lui, il aimait ces moments-là, en Christophe fait. Galtier. Christophe Et Galtier. surtout, pour nous, c'était normal en fait à force, qu'on dépasse pas les limites, bien sûr, mais de voir s'énerver, vu l'ambition qu'on s'était imposée en voyant le PSG perdre des matchs, beaucoup de matchs dès le début de saison. On s'est dit là, on a une chance, on veut essayer de la saisir. Si on n'y arrive pas, tant pis, bravo à eux s'ils reviennent dans le coup. Mais si on se donne pas les moyens et on n'y va pas à fond, et ben là, on aura beaucoup de regrets. C'est pour ça que notre intensité et notre pression, elle était agressive, méchante, mais positive. Et dis-moi si je me trompe, mais je pense que justement cette saison-là, en plus c'est l'objectif ultime. Être champion devant le PSG, c'est quand même très complexe comme mission. Mais quand justement tu as une saison où c'est dur et tout, mais tu réussis, l'héritage qu'on a aujourd'hui, ça fait partie de ça aussi. Oui, bien quand sûr. on voit Lille faire ce parcours en Ligue des Champions, se qualifier dans le C'est top culture 8, club. Il y a tout qui va avec après. Il y a des joueurs qui tu veulent peux changer venir. les entraîneurs. Il y a un peu les joueurs aussi. Il y a une culture qui reste dans l'ADN. Et Et je trouve la gagne. Et je trouve qu'à l'OGC Nice, c'est Ah bah, exactement ça, c'est la la culture de la loose loose. qui reste. Ah bah oui, Tu t'as peux des- avoir Christophe Galtier, ouais, champion de c'est France en titre. Une Là, saison, merci, au t'as revoir. Lucas Chevalier, t'as un Benjamin André, Voilà. tous ces mecs-là, ils sont encore en train de donner à ceux qui viennent d'arriver, qui vont continuer à donner. Mais ça, c'est l'ADN du club, Et ça la reste culture de l'ADN la du loose club. aussi. Mais oui, mais on le mais répète ça se à la travaille. longueur d'émission. Lille, avant d'être champion, ils avaient fait quelques trucs, mais c'est vraiment ce titre et cette année qui permet au groupe de se créer une identité. On est capable de faire de grandes choses et ils les font derrière. Ils sont Et ils où, les font. Ils sont où, Lille? Ils nous parlent de coups de chance, ils nous disent Pour que ça, c'est vraiment un voilà, coup de chance. derrière, Mais après, on a encore le trophée des champions et on va encore les battre Voilà. à Tel dans le Aviv. trophée. Mais non, c'était vraiment... On voulait ces choses. Donc quand on veut, bon, phrase bateau, mais quand on veut, on peut. Ouais. Quand Faut on se peut. donner les moyens. Faut se donner les moyens et surtout, ils les ont. Donc, Évidemment. nous, moi, je serais le premier supporter justement pour être derrière eux et y croire.
Et j'espère qu'eux-mêmes vont y croire parce que j'aimerais beaucoup être en retour en arrière à leur position. Et à leur place, je me dis, voilà, on a 10 ou 12 ou 15 années maximum dans notre carrière. Là, pour aller chercher l'Europe, il faut y aller. Il faut y aller pour ne pas regretter. Ils ont la capacité. Voilà donc pour ce pour-contre de la semaine, on passe au focus. Alors pour tout vous dire, là aussi on a un petit peu changé notre thème du focus de la semaine. On voulait se concentrer sur Mohamed Abdelmonem qui a fait plutôt un bon match face à Nantes, rare satisfaction face aux Nantais, mais il se trouve que l'Égyptien sera certainement forfait pour ce week-end. Donc on a changé notre fusil d'épaule et on a décidé de parler d'un autre absent, mais qui lui est de plus longue date, c'est Tanguy Ndombele. Ça fait quelques matchs déjà que le milieu de terrain de l'OGC Nice ne fait pas partie du groupe, il est blessé, il a une pubalgie, et on se pose la question du coup, est-ce que c'est un pari manqué pour Tanguy Ndombele? C'est toi qui nous as soufflé ce nouveau thème, ma chère Léandra, donc je vais te laisser réagir par rapport à ça. Alors c'est pas un pour contre, bien évidemment, mais c'est vrai que on est déçu à minima de ne pas avoir Tanguy Ndombele sur cette fin de saison. Ouais, je pense qu'il aurait fait un bien fou. Voilà, d'avoir des vrais joueurs de ballon au milieu de terrain, d'avoir quelqu'un capable de sortir de la pression adverse, de casser des lignes avec les passes. Puis il a une qualité technique au-dessus de la moyenne. Donc ça a été en fait un pari très très gagnant pendant 3 voire 4 mois. Ouais, jusqu'en décembre, quoi, fin décembre. William, il l'avait prévenu. Depuis le début, il avait dit attention, vous allez voir, à un moment ça va casser. Il a joué plus tôt que prévu. Il a été performant. Le coach en parlait, par exemple, de sa performance à Corté. Il a été, dans un contexte difficile, le joueur décisif. Donc, Tanguy Ndombele, c'était vraiment la bonne pioche. Malheureusement, il y a cette pubalgie, qui est vraiment une blessure horrible pour un footballeur. Il a serré des dents, ce qui montre aussi quand même une mentalité. Il avait vraiment la volonté de rebondir. Et c'est pas terminé d'ailleurs, parce qu'il est encore sous contrat une autre saison. Et on espère justement qu'il va revenir à son meilleur niveau. Mais là, pour la fin de saison, c'est sûr qu'on ne pourra pas compter sur lui. Les stats de Tanguy Ndombele sur cette saison du côté de l'OGC Nice, donc avec pas mal de matchs manqués, vous allez le voir, 25 matchs joués seulement cette saison pour Tanguy Ndombele, 2 buts, 2 passes décisives, 2 cartons jaunes également. Toi, on reste sur notre fin, quoi, du coup, William, par rapport à Tanguy. Non. Parce que toi tu le savais, tu le sentais. Mais non, mais c'est pas, je veux pas dire j'avais raison, mais c'était tellement peu. Hein. Non, mais c'est pas la question d'avoir raison, c'est la question. C'est exactement ce qui devait se passer, c'est qu'en fait t'es arrivé à un moment où ce joueur il sortait d'une saison blanche, il pouvait pas tout de suite arriver et enchaîner 7, 8, 9 matchs d'affilée. Alors Francaise, c'était pas son choix, il était forcé de le faire, il y avait plus d'effectifs et malgré ça, je trouve qu'il a été bon dans cette période-là. Donc il a montré que le prendre était un bon choix. Ça reste un excellent joueur de football. Il n'y en a aucun des autres milieux capable de faire ce qu'il fait. Le problème, c'est que, comme prévu, jouer aussi vite, tant de matchs, ça fait que derrière, il a payé. Donc moi, je peux pas dire que c'est un pari manqué parce que il a joué 25 matchs pour un mec qui sortait d'une saison blanche. Et 25 matchs quasiment que la première partie de saison. Hein. C'est quand même 25 apparitions. Et surtout, au milieu de ces 25 apparitions, il a montré qu'il n'avait rien perdu de son talent et que c'était vraiment le joueur plus pour cet effectif. Et si ce joueur plus, ça sera pour la saison prochaine, ce sera une très bonne recrue pour l'année prochaine. C'est dommage de ne pas avoir Tanguy Ndombele, son expérience, sa qualité technique au milieu de terrain, parce qu'on en parle surtout maintenant, parce qu'en fait, il y a ces défaites et qu'au milieu de terrain, ça tâtonne avec Boudaoui, Santa Maria, Rosario, voilà quoi. Il ferait du bien, il l'a prouvé sur toute la première partie de saison. On parle d'un joueur de 28 ans, international français, qui avait été transféré 70 millions d'euros en 2019. Et il y a une raison pourquoi il a l'OGC Nice aujourd'hui, c'est parce qu'il a ce passif ces 3 dernières saisons où il joue peu, où il a souvent des blessures, et donc forcément, c'est revenu aussi, c'est récurrent chez lui. Mais sur les matchs qu'il a joués, il a quand même montré que c'était un vrai joueur de foot. La pubalgie, Jérémy, t'as déjà eu ça? J'ai déjà eu, ça fait très mal, vraiment, donc très douloureux. Après, j'ai pas les tenants, les aboutissants de son hygiène de vie, etc. Je suis pas là pour en parler. Toi? Non, pas du tout. J'avais fait ça très jeune. Parce que généralement, c'est assez jeune qu'on se fait ça, si je dis pas de bêtises. J'en dis sûrement, parce qu'il y a d'autres personnes qui l'ont déjà eu. Mais bon, très jeune, ça m'avait vraiment gêné pendant 1 an.
Après, Oui, ça j'avais dure, laissé, c'est ça, j'avais c'est laissé que ça l'été, j'avais laissé l'été au moins un mois au repos complet pour que ça parte et puis espérer que ça ne revienne plus. Mais bon, il doit y avoir des facteurs qu'on ne connaît pas. Et j'espère pour lui qu'il y a des solutions, ça c'est sûr, pour en guérir. Et j'espère qu'il pourra trouver la solution parce que c'est sûr que ce joueur que je connais du coup de l'Olympique Lyonnais, même si je n'ai pas joué avec lui en formation ou quoi que ce soit, il a les qualités pour faire la différence. Donc un joueur comme ça, en pleine pleine possession de ses moyens, c'est sûr que c'est un plus dans une équipe. Donc je lui souhaite de tout cœur de se guérir de ce moment et de ne plus avoir de blessures qui lui font mal jusqu'à la fin de sa carrière. Tu en as parlé, le facteur important, c'est hygiène de vie. Oui, mais là, c'est l'ancien footballeur qui parle et qui ne se permettrait pas de dire quoi que ce soit. Non, mais ça, quand... ça fait forcément partie de cette blessure-là. Donc, s'il veut en guérir, il va falloir forcément avoir une hygiène de vie irréprochable, puisque c'est une des conditions pour que ça disparaisse le plus rapidement possible. Donc c'est un scénario assez logique. S'il a fait cette carrière-là, c'est que quelque part dans l'hygiène de vie, il y a quelque chose qui cloche aussi, parce que son talent, il n'a jamais perdu. Et excuse-moi, William, dans l'hygiène de vie, on peut aussi inclure le fait qu'il a eu une saison blanche. Ça fait partie du coup, voilà. C'est, et dans donc, son hygiène, il a raté des matchs, il a raté du rythme, il a raté des choses. Son corps a réagi et il n'a pas accepté d'avoir une surcharge cette année par exemple, et voilà, et ça fait mal parfois même quand on s'y attend pas. On va écouter, avant de te donner la parole Léandra, on va écouter Francaise justement, l'avis qu'il porte sur Tanguy Ndombele et sa saison. Je préférais l'avoir comme pendant les 2-3 mois où on l'a eu en forme, mais maintenant ça va faire 3 derniers mois, il y a quasiment rien depuis le match de Lille où il avait joué. Il y a très peu d'entraînement en continu. Il y a un moment, quand vous êtes désentraîné, c'est difficile de revenir à un bon niveau. Hein. Donc là, à 5 semaines de la fin de la saison, quand ça fait 3 mois qu'il y a vraiment beaucoup moins d'entraînement collectif complet, et je dirais presque depuis 6 mois où il y a de la gestion, je pense pas que ce soit en 5 semaines que ça puisse être inversé. Voilà, donc cela veut dire, Léandra, qu'on ne reverra certainement pas Tanguy Ndombele sur les pelouses de Ligue 1 cette saison. Non, c'est ça. En fait, il y a des vraies discussions en ce moment au sein du club, et depuis quelques semaines déjà, c'est sur une opération ou non. Il y a 2 diagnostics un peu qui s'opposent, et la décision finale, elle revient aux joueurs. On verra. Est-ce que c'est pas le moment aussi, peut-être de se faire opérer pour préparer la saison prochaine ? D'avoir le moment de repos comme tout le monde, de se faire opérer, d'avoir le moment de repos et de pouvoir reprendre comme tout le monde. Pour moi, la réponse, elle est déjà faite. Hein. S'il avait choisi l'opération, il serait déjà passé sur le billard. C'est vrai. Bon, voilà ce que l'on pouvait dire donc sur Tanguy Ndombele. On va parler des autres joueurs de l'OGC Nice dans le Gymtomètre. Le retour donc du Gymtomètre, l'avant-dernier Gymtomètre de la saison, puisque le dernier, ce sera à la conclusion de cette saison de Ligue 1. Alors Léandra, qu'est-ce que tu nous as concocté cette semaine ? On va dire les bonnes choses d'abord, parmi les tops. Hein. Et oui, le top, personne ne sera surpris, je pense, par ce top-là, avec Evan Guessant qui reprend la première place. Il était 2e sur le bilan de février. Donc Evan Guessant, Boudaoui, et ensuite Youssouf Ndayishimiye qui complète le podium. Et moi je trouve qu'il est vraiment très très costaud ces dernières semaines, donc c'est amplement mérité. Le policier. Bon, pas grand chose à dire sur ce top 3, ça reflète un peu la régularité de ces joueurs cette saison au plus haut niveau. Tu me demandais de faire un top 3 de la saison, je te faisais celui-là. Voilà. Bon, ça veut dire que vos notes, finalement, Léandra et Will, en tous les cas pour l'instant, puisqu'on regarde que le top 3, reflètent cette saison de l'OGC Nice. Ça l'a pas toujours reflété, mais en février on était un petit peu perplexe. Mais parce qu'il y avait pas mal de joueurs qui n'avaient pas assez joué pour rentrer dans les. Exactement, et là c'est encore le cas. Alors vas-y, raconte-nous un peu le making-of de ce Gymtomètre. Alors le making-of, c'est qu'en fait, nous on note un joueur à partir du moment où il a joué au moins une mi-temps. Et en fait, on a sélectionné les joueurs qui ont joué au moins 20 matchs sur les 40 disputés depuis le début de la saison. Donc forcément, vous allez voir sur le classement complet, il n'y aura que 11 joueurs. Mais on parlera un petit peu des joueurs quand même qui auraient pu rentrer dans ce classement à 3-4 matchs près. Mais forcément, ça sort un petit peu des joueurs du classement.
Bon, on passe après le top, on va passer bien sûr au flop. Les 3 plus mauvais joueurs, entre guillemets, eh bien, de ces notes par Nice Matin. Et là, pas de surprise non plus, en tous les cas pour moi. Rosario est en dernière position. Devant lui, il y a Bombito. Et Marcin Bulka, qui était, on le souvient, hein, l'aiglon de la saison dernière de Gym Tonic, avec qui on avait décerné l'aiglon de la saison. Et c'est après la première fois qu'il glisse sur dans le flop 3, malheureusement, parce que pas assez décisif. Après, voilà, on voit qu'il y a quand même une différence dans ses notes par rapport aux deux autres qui sont un peu plus en difficulté. Voilà. Il est à la moyenne quand même, mais c'est vrai que pour Marcin Bulka, c'est un petit peu... Petit parallèle, quand il était aiglon, juste derrière lui, il y avait Todibo et pas loin Dante aussi. C'est vrai. Là, il est flop et devant lui, il y a un Bombito, un autre central. Donc là aussi, je pense qu'on peut trouver un lien de cause à effet. C'est-à-dire que Bulka derrière Todibo, Dante, c'était les solides. Derrière Bombito et Youssouf et Dante ou Abdelmonem, il a perdu en protection. Oui et non, parce que je trouve que quand même en nombre d'arrêts, il y en a toujours à peu près. Et il est toujours bien classé. Ouais, mais ces arrêts sont moins décisifs. Non, il est moins décisif, c'est une évidence, évidemment. Il serait pas dans le flop s'il n'était pas. Parce que des arrêts, il en faisait l'année dernière, il en fait cette année. Il en fait toujours, mais c'est vrai qu'il est moins décisif et t'as plus de matchs où tu gagnes 1-0 grâce à 4 parades de Bulka. Ça n'existe plus. Et c'est ce que avait fait la réussite de Farioli aussi, quand il fait 13 matchs sans défaite. En fait, au milieu de ça, il y avait beaucoup de 1-0 et beaucoup de matchs où Bulka te faisait les 2-3 parades qui t'empêchaient de prendre le but. Un mot sur Pablo Rosario qui est le dernier de ce classement. Pour le moment, peut jouer partout, mais bon nulle part, Pablo Rosario, c'est un peu ça. C'est pas surprenant. Après, c'est le joueur utile, parce qu'il dépanne toujours, et puis peu importe le coach, il va faire ses 25-30 matchs. Ouais, mais effectivement, il n'a pas les qualités techniques d'un Sanson, même d'un Ndombele, tout ça, mais il dépanne, il n'est pas si mauvais que ça, donc s'il aligne 25 titularisations ou 30 par saison... En fait, c'est surtout que je pense qu'il n'a pas les qualités pour jouer dans un double pivot, où il faut vraiment une énorme activité, et techniquement, savoir sortir d'une densité qui est un peu plus importante. T'es souvent en fait en infériorité numérique par rapport à l'autre milieu de terrain, et ça, il sait pas forcément bien le faire. C'est là-dessus qu'il fait surtout tâche. C'est quand il y a le bon ballon à donner, la bonne verticalité à trouver, c'est jamais précis, et c'est là-dessus que ça fait vraiment la diff. J'ai toujours cette action à Monaco. Il a un super ballon à donner à Guessant, il y a rien à faire. Juste une passe, quoi. Guessant, après, il rentre dans la surface et arrive advienne que pourra. Mais donne-lui ce bon ballon, ne l'envoie pas en 6 mètres. C'est là le problème. Voilà. Et parce qu'après, dans l'engagement et tout, lui au moins, c'est un fiable là-dessus. C'est un laborieux, c'est un peu péjoratif de dire ça, mais au moins là-dessus, il est fiable. Et moi, je comprends les coachs, Farioli, Hez, quand ils le mettent, ils savent que lui, des brins, il va en mettre. Après, il ne faut pas lui demander de faire la passe D ou la belle transversale de 40 mètres. Dans la vie, il y a les besogneux et les artistes. Et voilà. Mais il en faut, il en faut des besogneux. Et si le besogneux Rosario, il met quelques brins à ceux qui dorment, il va aussi contribuer à réveiller tout le monde. Effectivement. Sur les joueurs en baisse, Léandra, on retrouve qui pour le moment? Youssouf Ndaychimier. Youssouf, valeur montante, montée en puissance. D'ailleurs, il y a un très bon article de Will la semaine dernière pour montrer que il a trouvé son second souffle. Et même dans l'attitude, c'est quelqu'un qui apporte de la sérénité, qui apporte aussi, dégage de la puissance. Enfin, vraiment, c'est le patron en ce moment, le policier. Ne lui parlez pas de pression. Non. Oui, c'est ce qu'il dit, il n'a pas la pression. Bon. Et Mohamed Ali Chaud. Qui était premier, alors il y a de cela 1 mois et demi. Exactement. Bon, premier de justesse, à l'époque. En effet, Mohamed Ali Chaud, il a été décisif. À ce moment-là, il l'était. Je crois que c'était 4 passes décisives sur les 10 derniers matchs. Enfin, c'était vraiment pas mal du tout. Et là, on voit que c'est un peu plus poussif. Et dans les attitudes défensives aussi, il agace pas mal de ses coéquipiers. On le voit, ça crée des tensions. Il est un peu égoïste, toujours à multiplier les touches de balle. Donc... Voilà. Mais pourtant, le potentiel est là. Quel est le principal défaut de Bernard? Parce qu'il est égoïste. Vous voulez pas dans ça, dans les bronzés? Oh là là, je suis trop jeune. J'ai des rêves qui descendent un peu moins loin. C'est trop, je suis trop jeune. Bon, allez, on finit par le classement total de ces joueurs de l'OGC Nice. 11 joueurs seulement notés, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup parce que justement, déjà, 20 matchs, on voit qu'il y a quand même
un 11 entre guillemets qui se dessine. Il y a pas mal de joueurs, par exemple des Boga, des Diop qui ont été longtemps blessés. Abdi aussi. Voilà, mais justement, j'ai fait le petit classement aussi des joueurs qui n'ont pas assez de matchs, mais ça se joue à 4-5 matchs près. Par exemple, Abdelmonem, c'est 14 matchs, 4,43. Ah oui. Ndombele, 15 matchs, 5,40. Donc il serait plus haut dans le classement. Santa Maria, 10 matchs, mais par contre, c'est 5,90. Ah oui. Parce que justement, il avait fait des super performances, même si là aussi, on le sent un petit peu dans le creux de la vague. Logique aussi. Boga, 12 matchs, 4,50. Lui, sa saison, elle commence tout juste. Tom Louchet, 15 matchs, 5,07. Alors il a disparu, Tom Louchet, parce qu'il était dans les classements précédents. Il était dans les classements précédents. Il n'avait pas été au tout début, mais il avait commencé à 4. Et on voit quand même une progression. C'est un joueur quand même fiable. Sofiane Diop. Ah oui, ça c'est important. 16 matchs, 5,69. Donc il serait en haut du classement à égalité avec Guessant. Buonanni, 15 matchs, 4,53. Donc lui, il était dans le flop 3 il y a un mois et demi. Et puis Abdi, 14 matchs, 5,13. Lui aussi, un petit peu, même s'il a marqué contre Nantes. Et je remarque que tu ne nous as pas parlé de Moukoko. cet indispensable Moukoko. Non, je ne suis pas allé jusque-là. On va le laisser finir ses vacances tranquilles. Oui. Voilà. Mais on parle beaucoup de l'absence de Dante contre Nantes, des défensivants et tout. Moi, je regarde surtout l'absence de Barre sur les 2 derniers matchs. L'apport d'Abdi est assez limité au final. Défensivement, par contre, il y a une différence énorme entre les deux. Barre, franchement, contre Lyon notamment, je l'ai trouvé monstrueux. Et c'est un gros manque. Il te met un but quand même. Comment ? Il te met un but, Abdi. Oui. Contre Nantes, il met un but, c'est lui l'auteur d'égalisation. Ouais, mais défensivement, t'en prends 2 à Monaco et t'es pas dedans, quoi. Dans la combativité, t'es pas là. Par rapport à Melvin Barr, franchement, qui lui, dans sa zone, commence vraiment à être très compliqué à passer. Alors, j'ai pas les chiffres exacts, mais il y a une vraie différence entre le nombre de victoires quand Melvin Barr est sur le terrain et quand il ne l'est pas pour le GC Nice cette saison. Un peu le totem de cette équipe. Ouais, mais alors lui, par contre, c'est un exemple de progression d'année en année. Franchement, il n'y a aucune année. Le dernier qui me faisait penser ça, c'était Alassane Plea. D'année en année, toujours plus fort, toujours plus fort, toujours plus fort. Et Melvin, il me fait penser à ça. Bon. On regardait les notes quand on était joueur, Jérémy. Tu regardais un peu les notes. On regarde quand elles sont bonnes. Après, quand elles sont moins bonnes, on regarde qui les a écrites. Non, mais pour revenir, moi, ça m'intéresse. Là, je vous écoute, c'est vrai que c'est pas mon dada. J'aime vraiment pas faire ça, juger mes anciens. Mais nous, on n'est pas nos dieux. Mais je sais que ça fait partie du football 2.0. Et ça en fait partie. Les joueurs, je sais qu'ils l'acceptent, même s'il y en a, enfin qu'ils l'acceptent, qu'ils l'accusent, après qu'ils l'acceptent, ceux qui ont des mauvaises notes. Il nous a attrapés après. Ça fait partie du jeu. Maintenant, c'est vrai que là, dans ce que je vois, c'est vrai qu'un Evan Guessant, je me rappelle très bien l'avoir dit ici, où il était plus ou moins chahuté, et je l'avais dit, c'est quelqu'un vraiment intéressant, et on voit aujourd'hui qu'il a remonté la pente, et tout le monde dit que c'est super. Là, je vais dire la même chose pour un petit Buonanni, que je connais depuis Lille. Ok, il n'a pas encore le rendement voulu, etc. Gardez-le quand même dans les petits papiers. On en reparlera peut-être l'année prochaine. Il y a tant que ça. Il y a des joueurs qui ont des saisons moyennes. Là, vous parliez par exemple de Rosario. À voir. Peut-être qu'en changeant de club, il va justement exploser, etc. Et que c'est à Nice que ça fonctionne moins. Je crois qu'il va devenir un joueur technique du jour au lendemain. Non, c'est pas ça, mais je suis pas un adepte de tuer sur la place publique quelqu'un en tant qu'ancien joueur. Il faut toujours un dernier. Oui, bien sûr. On peut prendre des exemples. Rafinha au Barcelone, quand il était à Rennes. Voilà, maintenant Barcelone, bientôt Ballon d'Or. Guirassy, meilleur buteur de Ligue des Champions, qui pouvait dire ça. Enfin, c'est vraiment chaque joueur à sa carrière. Et à ceux qui sont aujourd'hui dans les flops, de se ressaisir tout simplement et de remonter la pente et de faire leur carrière. Et à ceux qui sont ceux qui étaient dans les flops et ceux qui sont dans le top, de continuer, rien lâcher et d'aller faire la plus belle carrière possible. Strasbourg-Nice, c'est donc l'affiche de cette journée de Ligue 1. Le match aura lieu samedi soir à 21h05 du côté du stade de la Méno. Ça passe ou ça casse. C'est un peu le tournant peut-être de cette saison pour les Aiglons parce que c'est un adversaire direct. On va regarder d'ailleurs le tableau des rencontres des adversaires de l'OGC Nice dans cette course à l'Europe avec donc ce Strasbourg-Nice samedi soir. Mais il y aura aussi un Monaco-Marseille qui sera joué juste avant, Lille qui se déplace à Toulouse. Pas facile, Brest qui est donc maintenant dans la course, on les a mis dans la course, donc se déplace à Saint-Etienne et Auxerre
Lyon. Entre le Monaco-Marseille, par exemple, et le Strasbourg-Nice, là, ce sont 2 matchs, quand même, Will, qui valent 6 points. M'intéresse plus du tout les rencontres des autres. Mais vraiment plus. Je regarde même plus. Parce que maintenant, je veux juste que l'OGC Nice gagne des matchs. Après, les autres, on s'en fout de ce qu'ils font. Tant que l'OGC Nice gagne des matchs, on va rester dans le peloton de tête. Donc, je m'en contrefous complet du calendrier des autres. Parce qu'en plus, on peut plus rien prévoir. La défaite de Monaco à Brest, franchement, j'ai envoyé un message à Eric et j'ai dit, tu m'as laissé sur les fesses. Hein, parce que pas du tout, je les voyais. Moi, je voyais Monaco aller jusqu'au bout, invaincu jusqu'à la fin, 2e tranquille. Eh ben, que nenni. Donc, tout ce qui m'intéresse, Strasbourg-Nice. Le reste... Et il y croit d'ailleurs à l'Europe, là Il m'a juste envoyé un smiley mort de rire. Bon, en tous les cas, c'est un peu le tournant de la saison, Léandras, peut-être ce Strasbourg-Nice, parce que tu es dans une mauvaise dynamique. Si tu n'inverses pas cette dynamique, ça risque de finir en autre boudin, quoi. Et dans une mauvaise dynamique, bon après il y a Angers, mais surtout tu vas à Paris. Et puis Strasbourg, en fait, si tu... Juste un aparté, le match de Paris, attention, il pourra peut-être encore une fois être décalé en fonction de la demi-finale de Ligue des Champions. Décalé à plus tard, tu penses du Paris Saint-Germain, il faudra surveiller ça, parce que ça va tomber entre les 2 matchs. C'est pas avant. Ou juste avant, juste avant le match aller. Juste avant le match aller, oui, pardon. Juste avant le match aller. Donc il va falloir regarder ça d'un œil, sauf si le mettre. Je pense que c'est plus celui qui est entre les deux qui risquerait de. Bon, en tous les cas, on va suivre. Je t'ai coupé. En tout cas, voilà, là, t'as 2 points de retard sur Strasbourg. Il faut absolument pas les laisser partir parce qu'avec la dynamique qu'ils ont, avec les chiffres qu'ils ont, parce que c'est la meilleure défense d'Europe depuis 4 mois, ils ont un gardien en feu, ils ont des joueurs Emega, André Santos, enfin vraiment. Il y a vraiment de sacrés joueurs. Donc vraiment, c'est pas le moment. Et là, il faut les casser la dynamique tout de suite. Et toi, te donner confiance aussi, parce que je pense que c'est ce qui manque. Parce qu'il y a des occasions sur les 4 derniers matchs qu'on a vus. Il y a des occasions. Il manque toujours ce petit supplément d'âme. Mais je pense que la victoire à Strasbourg, elle peut apporter ça. Pour moi, c'est la 34e journée. Là. Il faut qu'ils dans leur tête. C'est où tu la gagnes, que tu gagnes ce match-là. Et tu vas te lancer vraiment vers un truc où tu perds et c'est fini. Merci, au revoir. Faut jouer comme une finale. Non, mais le mot final. Parce que 5 finales, ça veut rien dire. On est nul en plus en finale. On a vu, quand on a joué une vraie finale de Coupe de France, on l'a pas joué du tout. Donc on arrête de parler de finale à l'OGC Nice, on enlève ce mot, on est nul en finale. Donc on joue des premiers tours si on veut. Le fameux Reims-Nice, là où avec le triplet de l'or, bon bah tu pars en Coupe d'Europe grâce à ça. Il y a 2 saisons. Celui-là c'était folie quoi. On l'a jamais vu venir celui-là. Non mais voilà, le foot ça se joue avec la tête, avec le cœur, avec les pieds. Et ça se joue aussi avec ce qu'on a entre les jambes. Donc à un moment donné, j'ai envie de voir ces 4 choses à Strasbourg. Sinon, merci, au revoir, clap de fin. Et cette saison, on l'envoie au Banania. Strasbourg, l'adversaire de l'OGC Nice, qu'en pense l'entraîneur des Aiglons francaises? C'est une équipe qui a trouvé un vrai équilibre sur le plan défensif, tout en gardant ses forces, avec beaucoup de force, beaucoup de puissance dégagée. Qui a toujours des animations offensives de qualité, voilà, qui travaille bien de ce côté-là, avec de la variété, sans rentrer dans les détails, mais avec beaucoup de choses très intéressantes qui est fait avec son entraîneur. Et puis qui a quelque chose de fort, qui dégage quelque chose collectivement, qui dégage quelque chose de fort collectivement, avec beaucoup de confiance aussi. Parce qu'ils ont quand même subi des occasions, mais alors il y a un gardien qui fait beaucoup d'arrêts en 2025, mais dégage quelque chose de fort. Donc pour nous, c'est un défi important. Un défi important pour l'OGC Nice et pour Francaise. Elle t'étonne, Jérémy, cette équipe de Strasbourg dans sa 2e partie de saison? Vu leur qualité de jeu, honnêtement, ils méritent largement leur remontada au classement. Je les ai vus contre Lyon. Ils sont agressifs. Ils savent ce qu'ils font. Ils ont commencé la première mi-temps. Ils sentaient qu'ils étaient dans un temps faible. Ils ont gardé la maîtrise. Et en 2e mi-temps, ils ont lâché les rênes. Et là, par contre, ils ont tout explosé. On en parlait là en off avec Will. Ils ont des joueurs qui ont ce côté très agressif. Et on sent qu'eux, ils ont envie d'aller chercher les choses. Donc ce match-là, pour Nice... je rejoins encore une fois Will, il y a des victoires à aller chercher, pas les autres à regarder. Mais sur ce match-là, ce sera un match révélateur. Qui, évidemment, on souhaite que Nice gagne, mais peu importe le résultat, ce sera révélateur de l'envie des joueurs, quoi, de voir comment et à quel point ils s'arrachent, s'il faut aller chercher un nul, s'il faut aller marquer un but à la fin, s'il faut aller ne pas en encaisser un.
peu importe ce qu'ils feront sur le terrain, ce sera révélateur des quelques derniers matchs qui Cap ou resteront. pas cap? Un nul, ça serait un bon résultat, Romain, pour toi? Parce que là, tu lâcheras encore des points en route, là, un petit peu, sur les adversaires. Ah, c'est un match à 6 points, donc un nul, ça sert à rien, quoi. Ça sert pas à grand-chose. Après, si on compare les dynamiques du moment, Strasbourg, 5 victoires consécutives, invaincu depuis 8 matchs, et le Gym qui a pris un point sur 4 matchs, un nul, ce serait pas un mauvais résultat. Et puis, il y a de la qualité à Strasbourg, c'est une équipe jeune, joueuse. Je sais pas si les supporters, ils font encore grève, là, contre l'Actionnaire. Pour les quarts d'heure. Parce que quand tu vois l'apport de Petrovic, André Santos et Diego Moreira, tu peux remercier Chelsea de les avoir prêtés ou libérés. Mais ouais, il y a beaucoup de qualité dans cet effectif de Strasbourg. Une défaite à domicile seulement, c'était contre Monaco. J'avais regardé le match, Monaco était vraiment malmené. Donc, Marseille avait pris bouillon en début de saison. Et c'est ce match-là, moi, qui m'avait fait découvrir Strasbourg, et je me suis dit, ils sont dangereux. Parce que... C'est dur de gagner à la Méno. Mais après, les tendances sont faites pour être inversées. Nice était invaincu. Bien sûr. On a vu tout le petit teasing sur les 3 matchs à domicile. Et puis, mine de rien, maintenant, eux, ils se cachent, ils sont plus cachés. Tout le monde les voit comme la dynamique. Est-ce que c'est eux qui vont être capables d'endosser ce costume de favori, par exemple, face à l'OGC Nice? Tout le monde les voit gagner, battre l'OGC Nice et aller On va voir si dans le costume de favori... Et puis, y aller couteau entre les dents et en jouant, comme je l'ai dit, montrer qu'ils ont envie justement d'aller accrocher quelque chose, tout simplement. Après, le résultat viendra, mais s'ils ont tous l'envie, ils sont capables d'aller faire de belles choses, c'est sûr et certain. Alors, est-ce que c'est un tournant de la saison? On a bien sûr posé la question à Francaise. Il répond, l'entraîneur de l'OGC Nice, tout en remettant une petite couche sur l'état d'esprit aussi de ses joueurs. Disons que si cette série négative devait perdurer, un match de plus, ça sera à chaque fois plus compliqué. Voilà, parce que il restera de moins en moins de matchs et après il n'y en a pas 50. Voilà. Je veux dire, ce que je vous dis là, ils l'ont plus ou moins déjà entendu. Ils vont le réentendre rapidement, mais si je communique comme ça, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Vous en doutez bien. Mais voilà. Et je me mets surtout pas, ni le staff, en dehors. On est ensemble, hein. On est ensemble. Mais on reprend faire une soirée où aller bouffer ensemble. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de moi. Et quand ils l'ont fait cet hiver, ils n'ont pas eu besoin de moi pour le faire. Moi, je le ferai encore plus au printemps. Il fait beau, c'est sympa dans le midi. Un petit verre de rosé. T'es convié. Eh oui, parce que Francaise, il dit les joueurs, il faudrait peut-être qu'ils se voient entre eux, qu'ils fassent un barbecue, qu'ils profitent des beaux jours pour resserrer les liens. C'est des ressorts qui fonctionnent, ça aussi, dans un groupe, peut-être. Non? Ouais, mais ces dernières années, c'est pas trop la culture, malheureusement, dans ce vestiaire-là. Il y a eu trop de jeunes. Trop de clans. On en a déjà parlé, mais le départ de Todibo, notamment, fait énormément de bien dans le vestiaire pour ça. C'était un peu un personnage qui cloisonnait un peu les groupes. Donc ça s'est un peu ouvert, mais c'est quand même, faut le dire concrètement, à l'OGC Nice, c'est pas un vestiaire de 26 ou 27 copains. Donc plus compliqué. Ça marche, dans la cohésion de groupe, se faire des petites bouffes entre joueurs, et c'est ce que demande Francaise, au final. Ça peut marcher. Ouais, nous on le faisait régulièrement du côté du LOSC. Pour mes dernières saisons, c'était pas qu'entre joueurs, c'était ouvert à tout le staff, à la cantine, ouvert tous ceux qui travaillaient au domaine de Luchin. Il y avait énormément de monde et tout le monde pouvait se rencontrer, discuter, et ça faisait plaisir. Et on n'attendait pas une victoire à chaque fois, on réservait justement avant de savoir le résultat, parce que ça ne dépendait pas forcément d'une victoire. Tout ce qu'on voulait, c'était s'arracher et ensuite se retrouver en début de semaine, justement pour se resserrer tout le temps, peu importe ce qu'il se passait le week-end. Ce qui est même plus important, c'est qu'il dit avec des gens qui travaillaient à Luchin. Ah oui. Voilà. Mais oui, mais c'est ça, un club... Mais une culture club. Un club, c'est pas un vestiaire. Un club, c'est pas un vestiaire. Club. Et je trouve qu'à l'OGC Nice, là-dessus, on n'est pas bon. On n'est pas bon. Mais dans tous les côtés, je veux dire que même dans le vestiaire, il y a des joueurs qui insufflent pas ce truc-là. Chez les dirigeants, c'est pareil. Moi, j'implique tout le monde dans la même sauce.
Oui, bah, Il manque un truc dans ce OGC Nice. Si tous les ans, le supplément d'âme. on répète la même histoire, c'est pas anodin. à Un manque moment donné. d'exigence, peut-être. Mais d'ailleurs, le coach. Il y a un manque de quelque chose. Il y a un manque de quelque chose, et à commencer par incarner ce club. Incarner. Tu peux pas demander à Franck Hayes ni à Florian Maurice d'incarner. Ça fait même pas un an qu'ils sont là, et ils font très bien leur travail. Mais quelqu'un qui incarne, moi je vois des gars. Et oui, le coach disait aussi que tout ce qui était en train de se passer ces derniers temps, ça faisait réfléchir. Et ça peut aussi faire réfléchir par rapport au recrutement pour la saison prochaine. Les joueurs qui vont laisser partir et ceux qui vont ramener pour insuffler une nouvelle énergie. Moi je Évidemment. pousserai la réflexion plus loin. Ça rentre dans la réflexion. On va passer à la compo probable de cette rencontre entre Strasbourg et Nice. Alors, une compo probable classique, tu vas nous dire, ma chère Léandra, mais qui peut bien sûr évoluer encore d'ici les quelques heures. Bah, tout à fait, parce que le match n'est que samedi, donc il n'y a pas encore eu la mise en place, il peut se passer pas mal de choses, et peut-être que dans le journal, on n'aura pas cette compo-là. Mais en tout cas, voilà, je partais sur un trio, Bombito, Youssouf, Dante, le classique, Dante de retour de suspension, ce qui est aussi le cas de Melvin Barr, qui va sans doute retrouver son poste de piston gauche. Le coach avait dit que Abdelmonem, s'il n'avait pas été blessé, aurait pu postuler dans cette défense, hein, par exemple. Hein. Bah, à partir du moment où il a fait plutôt un bon match contre Nantes, pourquoi pas. Mais c'est vrai que moi, je pense aussi à quelque chose. Je verrais bien ma Bombito sortir de ce 11, avec Dante qui décalerait dans l'axe, et Melvin Barr. Bravo, à c'est exactement gauche. ce que je pensais. C'est vrai, mais voilà, donc on n'a pas tenté, mais pourquoi pas. Ça Ouais. peut être une solution aussi, parce que le coach a insisté sur le fait de retrouver une connexion défensive. Il va vraiment insister là-dessus contre Strasbourg, Eh oui, donc, qui est avec Barr vraiment ici, une machine bien oui. huilée. Barre ici, Dante Dante là, et et Youssouf Youssouf, là. Exactement. de ce côté-là. Ça peut Alors, être une option. Donc Klaus, piston droit, et ce qui nous donnerait donc du coup Abdi à la place de Barre voilà, dans ce rôle tout serait décalé. de piston. Bah, je disais de remettre Santa Maria à la place de Rosario avec Boudaoui qui pour moi est le meilleur joueur du milieu de terrain actuellement et depuis la Santa blessure Maria de lui aussi Ndombele. hein, sur le banc contre Nantes. Contre Nantes parce que voilà lui aussi il a beaucoup enchaîné. Rennes l'avait un petit peu maintenu en forme mais finalement le rythme des matchs c'est ce qui fait la différence et je pense qu'à un moment donné il a aussi piqué du nez. Enfin ça a été un peu plus compliqué. Et en attaque, En attaque, Guessant qui retrouvait sa place de titulaire, Gaëtan Laborde parce qu'il est remuant et qu'à un moment donné ça va se débloquer, on y croit, et Jérémy Boga qui vient d'enchaîner pour la première fois depuis le début de la saison 2 matchs de 90 minutes consécutifs, qui se sent bien, qui a des bonnes sensations, qui là aurait pu marquer, malheureusement il a touché le poteau, et qui a marqué contre Monaco, donc Jérémy Boga. oui, surtout que Mohamed Ali Chaud, c'est quasiment pas entré de la semaine. Hein, Il s'est pas entraîné de la semaine, alors il a repris aujourd'hui avec une séance un peu plus légère. Il postule peut-être pour être dans le groupe, il est moins incertain qu'Abdelmonem, mais par contre, il ne sera pas titulaire. tout comme Sofiane Diop, hein, qui lui aussi normalement devrait être de retour dans le groupe Tout à fait. de Francaise. Voilà donc pour cette compo probable qui peut évidemment beaucoup bouger d'ici samedi avec cette idée de Will et de Léandra d'un retour de Melvin Barr peut-être au poste d'axial gauche de la défense et un Dante qui glisserait dans l'axe de cette défense à 3. On en termine donc sur l'actualité de l'OGC Nice. On va évidemment terminer cette émission par le Souviens-toi de Romain, une autre époque peut-être où l'OGC Nice est bien arraché ses maintiens dans les derniers instants de la Ligue 1. On y va. Reims-Nice 2015, là on ne craignait pas pour une place en Coupe d'Europe hein, du côté de l'OGC Nice de Claude Puel, hein, mais on craignait pour le maintien, hein, tout simplement parce qu'il y avait eu une saison très très compliquée pour les Aiglons. Et oui, c'est là où on se rend compte que l'époque a changé quand même. Parce que, ok, Claude Puel, il y a eu 2 qualifications en Coupe d'Europe, mais il y a aussi 2 saisons difficiles. Et donc la saison 2014-2015, c'est sa 3e saison au club. Ce match-là, c'était quasiment 10 ans jour pour jour. Le 13 avril. Et 12. Là, c'était le 12. Ouais. Pour cette 32e journée, Nice est 13e du championnat. Elle se déplace sur la pelouse de Reims, qui est 16e, un concurrent direct pour le maintien. Et Reims qui vient de changer de coach, c'est Olivier Guégan qui a remplacé Jean-Luc Vasseur. Et le gym a une petite marge quand même sur la zone rouge, ils ont 6 points d'avance sur Toulouse. Mais l'OGC Nice a vécu une préparation folle dans cette semaine-là. Premièrement, le match d'avant, c'était Nice-Évian. Il y avait eu tentative d'envahissement de la présidentielle.
Donc ferme Avec Julien Fournier et Jean-Pierre Rivera exfiltrés à la mi-temps. Voilà, donc il y avait eu l'annonce quelques jours avant de la fermeture à titre conservatoire de la tribune populaire sud. Et puis, encore un truc encore plus fou, je pense, inédit dans le foot français, dans l'OGC Nice, un joueur professionnel incarcéré. C'était Souleymane Diawara, qui avait été victime d'une escroquerie. Il avait acheté une Porsche Cayenne, 50 000 €, mais un véhicule qui était volé. Il a voulu se faire justice lui-même avec ses proches, etc. Et donc, il avait été incarcéré. Il a fait 3 mois de détention provisoire. Et finalement, il a eu qu'une amende de 10 800 €. Mais ça avait secoué la préparation de l'OGC Nice avant un match hyper important. Donc, il y avait urgence à retrouver du calme. Heureusement, c'est arrivé sur le terrain. Et ça s'était très bien passé parce que c'est Saïd Benrahma, donc, qui venait d'arriver l'été dernier de Colomiers en U19. Il sortait de nulle part. Et c'est sa deuxième titularisation, 4e minute. Il met un but de la tête, on le voit à l'image. Et le gym mène dès la 4e minute. Le gym va souffrir tout le match. Claude Puel va être expulsé pour la première fois de sa carrière en 500 matchs. Comme quoi, c'était très nerveux à ce moment-là. C'était nerveux. Alors, il s'en expliquait après en disant qu'il avait crié sur Pléa. Et l'arbitre avait peut-être mal interprété ses propos. Il dit que il fallait un début à tout, une expulsion après 500 matchs. Mais le gym va finir par remporter ce match 1-0 et passer la barre des 41 points qu'on dit souvent décisifs pour le maintien. Donc c'était pas officiellement fait, mais c'était Vincent Menichini qui était au match à Reims, un grand pas de fait. Et c'est finalement le gym avait même mieux fini sa saison, avait terminé 11e de Ligue 1, mais c'était une semaine quand même assez remarquable. Ouais, rocambolesque dans l'histoire de l'OGC Nice, encore une fois. Je me demandais si Jérémy était là, mais c'était la saison où tu étais prêté à Guingamp. J'étais prêté à Guingamp, ouais. On avait fini 10e. Voilà. T'avais fini devant Nice. T'avais apporté la petite exigence supplémentaire à Guingamp. Mais j'ai fait les 2 premiers matchs avec Nice, victoire contre Toulouse et match nul à Lorient. Donc j'ai quand même rapporté entre guillemets 4 points avant de partir à Guingamp. Donc tu es un artisan du maintien. On a fait ce qu'on a pu. Moi j'avais beaucoup de blessures, donc je m'étais... ça allait mieux à ce moment-là, mais Claude Puel s'était engagé à prendre Christian Bruls à l'époque. Ouais. Donc il m'avait demandé de choisir de partir. Donc j'ai choisi Guingamp. Ça s'est très bien passé pour moi. Je m'étais très bien relancé là-bas. Mais c'est vrai que Nice, ça s'était joué à très peu de choses. Mais bon, j'étais quand même content que le club se sauve, puisque je retournais au club la saison suivante. Et puisque tu parles de blessures, on peut qu'évoquer celle que tu as aujourd'hui, mon pauvre Jérémy. On peut. Après, il n'y a rien de grave. Mais en jouant au football. En jouant au football, en faisant de la course à pied, je me suis rompu le tendon d'Achille. Mais avec le sourire, non pas d'objectif professionnel. Si c'était arrivé pendant ma carrière, j'aurais été un peu plus ronchon. Mais là, ça passe beaucoup mieux parce que dès que je peux marcher et conduire, à partir de là, le temps passe vite et la rééducation se passe très bien. Dommage que tu t'éclatais avec la D5. Ouais, mais je pense qu'on a réussi il reste 3 matchs. C'est aux autres de terminer le travail. Pour l'instant, on est premier. Donc, je pense que j'ai apporté tout ce que j'ai pu à cette équipe. Et puis voilà, on va essayer, on va monter d'un cran au classement, en division. Et puis moi, tranquillement, d'ici quelques mois, pouvoir refaire mes petites courses à pied sur la Côte d'Azur. Et voilà, j'en suis très content. Tu fais un peu le coach adjoint là du coup en attendant Écoutez, je vais les voir les mardis, je vais les voir le soir, ils s'y attendent pas, mais je vais les voir s'entraîner. Dans ce niveau-là, et je vous avoue qu'il y a des fois des matchs exempts, donc tu joues pas vraiment tous les dimanches. Mais prochainement, je vais aller les voir pour les 3 derniers matchs. Quand je commence une aventure, j'aime bien la terminer, donc j'irai jusqu'au bout avec eux. Et c'est une belle histoire, on en a parlé à droite à gauche. Pas très intéressant pour tout le monde, mais j'espère qu'un jour on pourra, par l'intermédiaire notamment de ceux du club qui travaillent au club, pouvoir raconter 2-3 anecdotes qui ont été vraiment sympas tout au long de la saison. Cette saison avec la 3e équipe donc de... Ou retrouver, excuse-moi Mika, je te coupe, justement des valeurs de l'OGC Nice qui je pense doivent être retrouvées. Parce que il y a quelques anciens pros, il y a aussi Romain Genevois, Djadjedje, Mika Bûcher, Johan Odel, tu vois, qui ont joué le jeu avec des gens qui travaillent au club. Et c'est quand on joue les 90 minutes, il n'y a plus de statut, il n'y a plus rien. En fait, on fait vraiment le match.
Et c'est je le pense, maillot qui que, compte. je pense que ça, c'est l'OGC Nice. Ouais. Ça fait partie du truc OGC Nice. Ça doit inspirer peut-être même les pros notre petit cette niveau, saison. oui. Cette petite aventure, évidemment, de la Eux aussi la descente. devraient aller les voir jouer. En toute humilité, non, on n'est pas là à dire quoi que ce soit. Mais ce qu'on veut dire, c'est que L'amour du moi, maillot. quand je vois les mecs qui bossent pour le club en off, une fois qu'ils mettent le maillot et les voir se dépasser, mais je leur dis, c'est incroyable. Oui, c'est Vous un vous rendez exemple. pas compte de ce que vous êtes en train d'évoluer dans n'importe quel métier du monde, ce que vous êtes en train de montrer là sur le terrain, que ça soit à Nice ou que vous faites n'importe quel autre métier, et ben vous évoluez dans le bon sens. Et c'est bien. Je suis très content de faire partie de ce groupe-là et de pouvoir finir la saison avec eux. Merci Jérémy d'avoir été sur Merci le à plateau vous. de Gymtonic, toujours tes éclairages, toujours aussi bon dans son éclairage. Jérémy, Léandra, William, Romain, merci beaucoup. Léandra, c'est toi qui seras à Strasbourg, je J'aurai crois. cette chance, en On effet. a hâte de lire donc le compte-rendu de la victoire, on l'espère, de cette équipe de l'OGC Nice en Alsace. Merci à Sophie Doncé, Philippe Bertini, Nicolas Couturier pour la préparation et la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Gymtonic. D'ici là, passez une bonne fin de semaine et à la semaine prochaine. Bye bye.